Coco cocotte, Coco cocotte, il est temps de faire le point sur le film Ça, d'Andy Muschietti. Le film Ça, j'en frissonne par avance, largement inspiré d'un célèbre pavé de 1000 pages, signé Stephen King, bien sûr, le king de l'horreur et de l'épouvante, bien sûr. Ça, c'est C-D-A, hein, je précise pour les incultes, l'économie du titre. On a rarement fait si court quand même dans un titre. L'économie du titre, la densité du contenu. Tu sais que j'aime le contraste. Le contraste est un outil de séduction parmi les plus efficaces. Je reviendrai sur cette notion plus tard. Simplement, écoute-moi jusqu'au bout. Et si tu le mérites, je te dirai ce qu'il en est. Ok ? Tu connais la règle. Bon. Le film d'Andy Muschietti, je suis tout excité, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu, qu'on ne s'est entendu, voilà. Pardon pour la prononciation hasardeuse au fait, hein. Muschietti, je crois qu'on dit Muschietti. Andy Muschietti. Son film est un diptyque, d'accord ? Diptyque, 2 parties. Le premier volet est sorti l'année dernière sur les écrans de France et de Navarre et du monde. Le deuxième volet vient de sortir. C'est déjà le film d'horreur et d'épouvante le plus populaire de l'histoire des films d'horreur et d'épouvante. La fascination qu'exerce son personnage principal n'y est pas étrangère. Ça, in English, it, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une bande de gamins. C'est l'histoire d'une bande de gamins, complexés et mis à l'écart, qui s'arment de courage pour terrasser un clown démoniaque. C'est tout. La prémisse tient en une phrase. C'est une bonne prémisse. À la fin du premier volet, les gamins ont remporté une bataille, mais pas la guerre, contre Pennywise, le clown. Pennywise, c'est son nom, c'est joli, hein, Pennywise. Au début du second volet, les gamins ont grandi, ils ont pris 27 ans dans les dents, et Pennywise prend sa revanche. En tout cas, il veut prendre sa revanche, il revient pour ça, avec sa grosse tête cireuse et son costume élisabétain. Tu vois, il est drôle, évidemment c'est un clown, il est drôle et effrayant, Pennywise. Drôle et effrayant, contraste. Il est séduisant au sens premier du terme. Il te maintient à l'écart du groupe. Il te fascine. C'est comme ça qu'il attire les enfants à lui. Contraste, séduction, fascination. Le triangle d'or, quoi. Ou en l'occurrence, le triangle noir. Ça dépend des situations. Time to float, comme il le dirait lui-même. Time to float. C'est l'heure de flotter comme un cadavre à la surface des eaux putrides. C'est l'heure de prendre ton bain dans les égouts, Coco. T'es prêt ? On plonge ? Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai envie de te parler de ce film ? Tu peux me poser la question. De ce film, précisément, de ce cauchemar ambulant dont la seule affiche a su terroriser des gamins australiens de retour de l'école. Pourquoi ? Parce que je trouve admirable, de la part des créateurs du film, et de Stephen King, bien sûr, d'avoir réussi à faire passer un message très philosophique dans un objet très populaire, c'est-à-dire un film d'horreur et d'épouvante. Alors, le risque, évidemment, pour les créateurs, pour les artistes consciencieux, c'est de se heurter aux préjugés du public. Ce film n'est qu'un film de divertissement avec ses grosses ficelles, ses jumpscares, sa débauche d'effets spéciaux et basta. Ça n'est que du cinéma populaire et j'aime pas les films d'horreur et c'est pas mon style, j'irai pas le voir et ça fait trop peur, gna gna. Alors qu'en réalité, ça est non seulement un film philosophique, mais un film de philosophie pratique. C'est pas de la philo masturbatoire. Au contraire, le mode d'emploi est infiniment accessible et universel. Chacun peut s'y retrouver. Contraste encore. Philo et pop culture. J'adore. Perso, j'adore. Au démarrage de l'histoire, comme je te le disais précédemment, on a une bande de gamins complexés et mis à l'écart. Mis à l'écart par qui ? Par leurs congénères du même âge, bien sûr. Parce qu'ils ne rentrent pas dans les petites boîtes que fabriquent les adolescents. Tu sais, les petites boîtes pour désigner ce qui est cool, ce qui est stylé, ce qui est de bonne aloi quand on a 16 ans et demi. Ce sont des losers, nos héros. Ce sont des losers, des anti-héros binoclars, bègues, obèses, féminins, noirs de peau. Ils cumulent quoi, ces gamins. Ils cumulent les prétendues faiblesses de la société occidentale. Et
en charge supplémentaire, ils se tapent leurs parents. Les parents sont névrotiques, incestueux, absents, bref, tout ce qui fait de toi un gamin équilibré. Le club des ratés, c'est le nom français de cette petite bande d'adolescents, le club des ratés. Ce club, donc, au démarrage, se développe sur les bases de la faiblesse, de la vulnérabilité, de l'impuissance. Et c'est au contact du pire adversaire possible que ce club arrache ses premières bases pour en replanter de nouvelles. Le sens du devoir, le courage, la transcendance. Pennywise permet au club des ratés, tu vois, de passer d'une pauvre petite coalition de victimes à une véritable fédération d'amis, c'est ça. Un pour tous, tous pour un. Tu vois, une puissante fédération d'amis, même si l'acquisition de cette puissance ne va pas sans heurts, ne va pas sans souffrance. Les heurts et la souffrance sont explicites. C'est ce qui fait le film de genre, le film d'horreur et d'épouvante. Tu vois, les embûches semées par Pennywise pour éprouver la valeur du club des ratés sont horribles, épouvantables, explicites, tu vois. Le clown démoniaque éprouve les adolescents désaxés et les adolescents désaxés devenus adultes jusqu'à l'extrême limite de leur potentiel, tu vois. Plaisante pas le clown. Tous n'y survivront pas. Et la vraie vie, Coco, la vraie vie, comme on dit, n'est pas si différente dans son fonctionnement. Non, non. Elle n'est pas moins rude, la vraie vie. Il y a des zones d'épreuves terribles sur cette terre. Alors, je vais pas passer en revue toutes les zones de conflit hardcore de la Syrie à la Mauritanie, en passant par la jungle de Calais. Tu connais ces zones de nom, hein, tu te les représentes comme des lieux de cauchemar éveillés. Et je pense que tu n'as pas tort, les tortionnaires, les exécuteurs, les chefs de guerre de ces zones font preuve d'une violence aberrante, comme Pennywise. Pennywise est une aberration. On en rirait presque si ça n'était pas si tragique. T'as entendu? Si ça n'était pas si tragique. L'horreur et l'épouvante sont partout, pas qu'en Syrie, évidemment. En Occident, alors voilà, si tu veux, en Occident, l'horreur est individuée. Elle n'est pas tout à fait collective. C'est un serial killer ici, c'est un pédophile là, c'est un crime homophobe localisé, comme dans le film. Et l'horreur localisée se répète à l'infini. Tu vois? Ce n'est pas une propagation comme en temps de guerre, c'est une répétition. Mais l'Occident a connu la propagation de l'horreur. On le sait bien, on le sait bien. Dans le film, l'horreur est localisée dans la ville de Derry, aux États-Unis. Le pire adversaire possible, l'aberration que représente Pennywise, c'est la peur. La peur est le pire adversaire possible. D'accord ? Pennywise joue sur la peur de ses victimes. C'est un clown métamorphe. Mais que veut dire métamorphe? Attends, je te l'explique. Un clown métamorphe, c'est-à-dire qu'il peut se transformer à sa guise, prendre l'apparence de ce qui t'effraie le plus pour mieux te détruire. C'est son truc, laisse-le. Il se contente pas de rire et danser comme un clown, time to float. Non, non, non. Il se contente pas de ça. Il prend la forme de ta pire frayeur pour te réduire à peau de chagrin et te bouffer, parce que c'est mieux. Tu vois ? C'est là qu'intervient la philosophie pratique et universelle du film. Notre monde, en gros, notre monde est le vivier de toutes les peurs. 1000 occasions s'offrent à nous tous les jours d'avoir peur. C'est vrai. Nous sommes mortels et nous sommes de faible constitution. Que faire? C'est la grande question philosophique. Que faire? La réponse est relativement simple. Fédérer et combattre la peur qui siège d'abord et avant tout dans notre esprit. Les gamins du club des ratés se répètent comme une sorte de credo que Pennywise n'existe pas, tu vois. Ils se le répètent, il n'existe pas, je n'y crois pas, il n'existe pas. Am I not real enough for you, Billy?
C'est ce qu'il leur dit. Am I not real enough for you? Ils ne nient pas avoir peur, les gamins. Non, ils ne nient pas avoir peur. La peur est là. Mais ils se proposent de la combattre dans le but de relativiser la puissance de l'adversaire. Si je n'ai plus peur, l'adversaire perd nécessairement en puissance. L'intimidation coule sur moi. C'est une formidable façon de sortir de chez soi, Coco, et d'agir dans un lieu où l'horreur est propagée, dans un lieu où l'horreur est localisée, peu importe. Peu importe. Ça n'ira pas sans heurts ni souffrance, ça c'est sûr. Mais le prix à payer élève l'être humain à un rang d'existence supérieur. C'est la transcendance dont je te parle depuis 10 ans, la transcendance. Attention, je vais spoiler, t'es prêt? Ouvre tes oreilles. À la fin du second volet, Pennywise a cette phrase terrible, il a cette phrase terrible qui annonce la fin du cauchemar. Maintenant vous êtes adulte. Tu vois? Maintenant vous êtes adulte. Les anti-héros du Club des Ratés l'ont vaincu. Et il leur dit dans un souffle, maintenant vous êtes adultes. Techniquement, ils sont adultes. Ils sont pris 27 ans dans les dents, je t'ai dit. Techniquement, ils sont adultes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'être un adulte, ce n'est pas porter une cravate, conduire une bagnole ou payer ses impôts, non. C'est se révolter contre la peur et la juguler. C'est ça être un adulte. Se révolter contre la peur et la juguler. De ce point de vue, Richie, Billy, Mike, Beverly et Ben sont adultes depuis l'enfance. Ou en tout cas, ils y aspirent. Tu vois ? Vers la fin du second volet, ils brûlent leurs objets totémiques. Tu sais, ils brûlent leurs objets, les objets qui les rattachent à l'enfance et à la vulnérabilité. C'est une très belle scène. La lutte des volontés. Voilà comment le personnage de Mike le voit. La lutte des volontés. C'est très beau. La volonté de l'adversaire matériel ou immatériel contre la tienne. Les jeunes acteurs sont touchants. Ils sont vraiment touchants. Hein. Chapeau bas pour la distribution. Les jeunes acteurs sont touchants. Le film s'est joué sur la corde sensible sans jamais tomber dans le pathos. C'est truffé d'humour. Le personnage de Rich, avec ses lunettes de bobo et son humour pince sans rire, est très drôle. La drôlerie permet de respirer quand même. Tu vois, rire de nos frayeurs les allège quand même. Alors évidemment, rien ne vaut un monstre pour incarner nos plus intenses frayeurs. Un monstre. Un dragon, une araignée géante, un zombie, une goule, nomme. Le monstre a toujours faim de nous, comme dans l'attaque des titans. Que je te recommande, l'attaque des titans. Encore une prouesse de l'animation japonaise. Le monstre a faim de nous parce que la peur nous ronge. La dévoration est toujours associée à une bête malfaisante, même si cette bête présente des traits humains, comme Hannibal Lecter, tu vois. Le clown, étrangement, s'inscrit dans la liste des monstres. Et ce bon vieux Pennywise est un véritable serial eater. C'est un serial eater, Pennywise. Voilà. Il vit pour manger. Il mange tout le temps. Enfin, tout le temps. Entre deux siestes de 27 piges quand même. Hein. On est dans une symbolique très, très classique. Persée et le monstre marin. Saint-Georges et le dragon. Odin et Fenrir. Le club des ratés et Pennywise. Tu vois, dévoré, dévorant. Dévoré, dévorant. Dévorant, dévoré. L'éternel combat, quoi. L'épopée de la chaîne alimentaire fait toujours recette, Coco. Pennywise vit dans les profondeurs de la terre, dans l'abîme. Pour le dévorer, tu dois puiser en toi-même la force nécessaire. Et cette force est symboliquement localisée dans l'abîme, c'est-à-dire le subconscient. Ce travail intérieur est le point de départ d'une philosophie active et pratique. Je te le dis depuis tout à l'heure. Se retrouver soi-même le plus entièrement que possible pour mieux affronter le monde extérieur. Le monde extérieur et ses illusions malfaisantes.
Alors, il y a une autre pépite philosophique dans tout ça. Il y a une autre pépite philosophique et qui est intimement liée à la notion d'amitié et d'amour. C'est le sens du devoir. Un ami ou un amant ou un parent se doit à l'être aimé. Le devoir, ça n'engage que moi, Coco, t'énerve pas. Le devoir est une monnaie d'échange. Je me dois à toi, tu te dois à moi, parce que l'on s'aime. Tu vois? Non mais c'est vrai, je rigole, mais c'est vrai. Les gens qui ne s'aiment pas ne se doivent rien. Situation professionnelle mise à part. Et quand on ne se doit rien, ni respect, ni amour, ni partage du plaisir ou de la souffrance, on vit d'indifférence les uns par rapport aux autres. Tu vois? Nos copains du Club des Ratés ont prêté serment de se battre contre Pennywise. Il y a ce devoir entre eux que les 27 ans... que les 27 ans de battement n'ont pas altéré. Le devoir. Ce qu'il faut comprendre à un niveau plus général, tu vois, c'est que le devoir entretient l'amitié. Et c'est une excellente chose. La contrainte n'est pas partie intégrante du devoir. Non, non. Je me livre à toi sur une base régulière, tu te livres à moi sur une base régulière. Ça s'appelle entretenir une relation, tout simplement. Mieux on se livre à chacun, plus la relation est forte. La contrainte n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Je n'ai pas le temps de t'appeler, je te donne un exemple, je n'ai pas le temps de t'appeler, je n'ai pas le temps de boire un verre, mais je vais prendre ce temps, même sous la forme d'un texto, pour te manifester mes sentiments. C'est un devoir, autrement, la relation ne repose sur rien de solide. C'est une aventure, quoi, un fling, et ça c'est autre chose. À un niveau héroïque, l'amitié repose sur un sens du devoir sacré. Ce sens du devoir est trop lourd pour le personnage de Stanley. Spoiler, je n'en dis pas plus. Je t'en dis pas plus. Ah, le film est vraiment intelligent. Le film est vraiment intelligent dans le message qu'il véhicule. Mais alors, sur le plan strictement scénaristique, il y a des trous. Il y a des trous. Spoiler, on s'en fout. On aurait adoré en savoir davantage sur la prétendue jeunesse de Pennywise, sur ses débuts en tant qu'être humain évoluant dans un cirque. Cette promesse, tu vois, nous est tendue par la vieille, tu sais, la vieille qui fait du breakdance à poil là derrière Jessica Chastain et qui prétend être la fille du clown. On nous arrache cette promesse des mains. Même chose avec les Amérindiens, tu sais, qui auraient combattu Pennywise. On te lance sur une piste et te stoppe dans ton élan. Tu n'en sauras pas plus, tu n'en sauras pas plus. Quel est le rapport, s'il te plaît, entre la culture amérindienne et le clown à la grosse tête cireuse? Pourquoi les Amérindiens? Qu'est-ce qui a pu se produire entre leur peuple et le clown d'origine européenne, puisqu'on voit bien qu'il est jeune et blanc dans l'espèce de vision qu'en a Jessica Chastain, tu vois. À quoi ça rime? À quoi ça rime? Un troisième film, espérons-le. Au revoir les enfants, à bientôt. T'aimes bien ma voix de clown? À travailler, Coco, à travailler.